et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Allaiter avec un aîné. Aujourd'hui, on va se parler de comment on fait, comment on s'y prend, comment faire pour que le premier il se sente pas mis de côté. Ça va évidemment, je pense, être hyper dépendant de l'âge de l'enfant que vous avez eu en premier et donc de l'écart d'âge qu'il y a entre ces 2 enfants. Sur la façon d'accompagner le premier, a-t-il été allaité lui-même, pas allaité lui-même, est-il encore allaité pour celles qui vont partir sur un co-allaitement. Autant de questions qui se posent. Pour cet épisode-là, je l'ai voulu participatif parce que je me suis dit qu'il y aurait certainement autant de solutions que d'histoires, un peu comme pour l'autre épisode participatif où on avait parlé des tire-laits portatifs. Je commence par vous livrer ma version des faits et ensuite je laisse les personnes qui m'ont laissé un message sur la boîte vocale du Milkshaker vous donner leurs tips à elles et comment elles ont mené ça à bien. Chez nous, on a 5 ans d'écart entre les 2 enfants et tout pile 5 ans d'écart puisque mon premier est né le 2 septembre quand ma deuxième est née le 15 septembre, pile 5 ans après. Je ne sais pas si ce témoignage apportera énormément parce que je pense que les questions autour de comment on fait avec l'aîné, elles se posent quand même majoritairement quand il y a un peu moins d'écart. Parce qu'un enfant de 5 ans, quand vous avez besoin de faire téter un bébé, moi j'ai trouvé ça finalement assez simple à gérer. Dans la mesure où à 5 ans, mon fils, en fait, il est quand même relativement indépendant. Il y a eu les tout démarrages où c'est vrai que c'était pas facile parce que des tétés, ça revient souvent et que ça revient plus souvent dans le tunnel du soir. Donc tout a été plutôt une question d'organisation et de faire en sorte que je sois la moins seule possible avec les 2. Et pour ça, je l'expliquerai aussi dans les épisodes sur mon témoignage autour de mon allaitement, de mon 2e allaitement. Mais on a eu une organisation cette fois-ci, on a pu avoir une organisation cette fois-ci tellement plus simple que ça aurait été il y a 5 ans, que je pense que ça a été la clé de tout, puisque pour faire très simple, mon conjoint, qui normalement a des horaires assez costauds, avec le travail qu'il fait, il est dans le bâtiment, donc il peut être un peu à l'autre bout de la région parisienne le matin à 8h, ce qui fait qu'en fait, il doit partir de la maison avant 7h, en gros, pour pas être dans les bouchons. Cette année, ça se passe pas du tout comme ça. Sa mission se déroule à l'intérieur de Paris sur des horaires de bureau, ce qui est juste ce qui n'était jamais arrivé depuis qu'on se connaît et qui tombe franchement à pic. Sa mission a commencé fin août quand la petite est née mi-septembre. Alors c'est vrai que horaire de bureau égale là le matin et là le soir. Alors, comment vous dire que quand vous êtes 2 avec 2 enfants et un qu'il faut allaiter, moi je m'occupais de celle qu'il fallait allaiter et puis lui s'occupait de l'autre. Et puis quand bien même, parce qu'il y a eu des moments où j'étais seule avec les 2, un enfant de 5 ans, ça a quand même une régulation qui est totalement différente d'un enfant de 2-3 ans. C'est vraiment là que j'ai mesuré la bonne idée d'éloigner les enfants. Évidemment, c'est pas toujours possible et j'en ai bien conscience. Et puis après, on a des projets qui sont différents. Moi, j'ai pas le projet d'avoir plus d'enfants que ça, mais sinon, je m'y serais peut-être remise plus tôt aussi.
En tout cas, bah, voilà, une journée type, le matin, mon conjoint est là, le soir, il est là et entre les 2, puisque on a gardé la nounou que mon fils avait au fil du temps sur les sorties d'école et cetera et c'est elle qui garde aujourd'hui numéro bis. Alors, elle était toujours là dans cette partie postpartum immédiat et elle faisait toujours les sorties d'école du grand. Donc en fait, si j'étais toute seule sur une journée classique, c'était, de 18h30, heure où la nounou, partait, à 18h45 ou 50. Voilà, ça s'arrête là. Donc franchement, dans ces conditions, je serais bien gonflée de me plaindre d'un aîné qui a du mal avec l'allaitement, et cetera. Il a été allaité aussi, donc ça a été évidemment de lui expliquer que qu'il faisait pareil, que quand il était petit, il était nourri au sein, que ça prend un petit peu de temps, que voilà, que sa sœur elle a besoin de ses moments privilégiés. Je trouve que voilà, plus qu'une gestion de l'allaitement en lui-même, c'est une gestion de trouver une nouvelle place pour ce premier enfant qui découvre que là, il va plus être tout seul. Chez nous, franchement, ça a été du velours. Je pense qu'il était prêt, pour, plein de raisons différentes, parce qu'il était grand, parce qu'il a tous ses copains de classe qui ont tous des petites sœurs. C'est assez fou comme tous ses potes de classe, ont déjà des petites sœurs, et des petites sœurs en plus. Donc je sais pas, il y a une sorte de banalité à mon avis dans la tête de mon fils au fait d'avoir une petite sœur au bout d'un moment. Alors elle est arrivée et moi je me suis dit que ça allait bousculer des choses. On a quand même un enfant qui tout ne passe pas crème avec lui. Il est très sympa, c'est pas un enfant difficile, mais il est voilà, il a une sensibilité importante et émotionnellement, il est pas toujours, c'est pas toujours simple. Mais pour autant, là, l'arrivée de la petite sœur, j'ai l'impression, a été d'une banalité absolue pour lui et donc l'allaitement qui en découlait, bon, bah, franchement, n'a pas été un sujet. Donc les rares moments où j'ai dû, faire les tétés pendant que lui, faisait autre chose, ben, il suffit de lui avoir proposé un dessin, d'éventuellement lui mettre un épisode d'un petit truc à la télé si vraiment, je peux pas faire autrement. Là, en ce moment, on est dans une période où la petite, a du mal à faire ses siestes et qu'on a des réveils, de temps en temps nocturnes, où elle a du mal à, qu'on a du mal à évincer alors qu'elle a plus faim. Voilà, c'est plus des réveils où elle a faim. Et ben, clairement, voilà, il y a des fins de journée où j'ai besoin d'un temps où je lui fais à elle un vrai rituel, de coucher, un temps où elle peut s'apaiser et où je suis pas sur le canapé en train de l'allaiter pendant que le grand, il est en train de tourner autour parce que ça marche plus là. Elle a 5 mois et lui, dès qu'il tourne autour, elle est à fond, elle est trop fan de lui, elle a juste envie de jouer avec lui. Donc à la limite, peut-être que c'est maintenant que ça peut se compliquer un peu, mais encore une fois, en fait, un rituel avec un bébé, moi j'ai pas un bébé qui est trop difficile à endormir, bah, j'en ai pas pour 2 heures, quoi. J'en ai pas pour 2 heures et s'il y a 20 minutes où il doit rester un petit peu seul dans la maison à 5 ans, bah, voilà, soit je lui ai imprimé des Pokémon et franchement ça fait le job. Soit encore une fois, s'il le faut, je lui mets un petit épisode, d'un truc qu'il aime bien, sur une plateforme de streaming et puis franchement, c'est bon, bah, c'est voilà, moi je trouve que c'est carrément faisable. Je pense que vous aurez plus d'infos dans les retours que les mamans vont faire ensuite avec des allaitements, plus rapprochés. Parce que moi je trouve que, bah, évidemment, plus les enfants sont espacés et plus c'est simple, en fait, de les gérer, même s'ils ont des rythmes différents et qu'il a fallu se relancer dans une nouvelle histoire, repartir dans les couches, repartir dans tout ça. Mais au quotidien, je trouve que c'est quand même le passage de 1 à 2, en tout cas ici, aura été assez doux. Allaitement ou pas allaitement, mais allaitement en plus, enfin voilà, pour notre fils, c'est une normalité. La petite, elle doit téter, elle doit manger, je pense qu'il l'a très bien compris. Peut-être l'a-t-on très bien préparé, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait fait des tonnes autour. Donc voilà ce que je voulais vous dire, à la maison sur l'allaitement avec un aîné. C'est relativement simple et tant mieux et franchement, pourvu que ça dure, voilà, on n'a pas de jalousie et trucs comme ça donc tout roule. Je vous laisse avec le témoignage des mamans qui m'ont répondu. Salut. Quand, ma cadette est née, mon aîné avait 2 ans et ce que j'ai fait pour concilier l'allaitement avec, la grande, que déjà, j'utilisais les moments de tétée pour, lire un livre ou, passer un moment avec mes 2 filles et le petit truc que, j'ai fait parce que j'ai le souvenir que ma mère le faisait quand, moi j'étais petite, c'est que quand j'utilisais un recueil-lait, pour le lait qui coulait, du sein qui n'était pas tété, il était réservé à la grande
et elle adorait, avoir, elle aussi du lait maternel, et pas être exclue de ça. Voilà, ça c'était, notre petite expérience à nous. Alors mes petits tips, pour gérer l'aîné pendant l'allaitement, de mon deuxième, ça date un petit peu parce que c'était il y a 11 ans. Mes enfants ont 17 mois d'écart, donc en effet, il était très jeune, mon grand, quand le deuxième est né. Ce que je faisais, c'est que j'avais installé sur le canapé tous ses livres, ses albums préférés, enfin quelques-uns de ses livres et albums préférés. Et à chaque fois que je faisais téter son petit frère, il venait et je lisais une, deux histoires en fonction. Après, des fois, il se lassait, il repartait. Et puis, quand il avait envie de revenir, il grimpait sur le canapé et on continuait notre histoire. Donc, c'est quelque chose qui a plutôt très bien marché. Je pense que ça a développé encore un peu plus son goût pour la lecture, pour le langage, même si c'était déjà un petit garçon à qui je lisais des histoires le soir et qui discutait déjà beaucoup pour son âge. Et puis j'avais aussi en général toujours quelques Duplo, quelques petits Lego comme ça. Et puis il construisait un petit quelque chose à côté de moi, il me demandait de l'aide. Donc voilà, ça a occupé pas mal de notre temps. Et c'était rigolo parce qu'au bout de quelques semaines, quand son petit frère pleurait, il grimpait d'office sur le canapé, il s'asseyait, il me montrait ma place, il me disait maman assis, et il choisissait le livre lui-même. Il savait que c'était le temps de la lecture, donc c'était vraiment un bon moment. Bonjour Charlotte, ici Jeanne. Je te donne mes tips pour allaiter un deuxième quand il s'occupait du grand. Je crois que qu'on l'avait déjà évoqué dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble. Alors moi, pour le concept, mes allaitements quand même étaient galères et notamment le premier mois d'allaitement de la deuxième a quand même été très compliqué. Donc je pense que quand l'allaitement se passe de façon plus sereine, ça se passe de façon plus sereine aussi avec l'aîné. Néanmoins, moi, j'étais vraiment confrontée à cette impression. Mon aînée avait 3 ans à l'époque et j'arrivais pas à lui consacrer le temps dont elle avait clairement besoin parce que, il y avait des moments où je décidais de m'occuper d'elle et boum, il fallait allaiter. Et du coup, j'allais m'occuper d'allaiter la deuxième. Et si c'était par exemple le moment du coucher, c'était compliqué d'être dans le rituel du coucher avec les mains prises. Donc, encore une fois, peut-être que dans un allaitement plus serein, j'aurais pu beaucoup plus jongler, mais là, c'était compliqué. Et moi, franchement, ce qui m'a sauvée, ça a été l'allaitement mixte. Parce que, typiquement, ça m'a permis de choisir des moments où j'étais avec l'aîné et où c'était pas ma responsabilité de nourrir la deuxième, puisque c'était elle était au biberon. Après, je pense que pour quelqu'un qui veut rester en allaitement exclusif, c'est tout à fait possible de le gérer avec du tire-allaitement, avec toutes les limites, bien sûr, d'un tirage de lait dès le premier mois, de la contrainte que c'est, etc. Et je sais aussi que l'allaitement mixte ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de réussir à passer en allaitant mixte au bout d'1 mois d'allaitement et que ça tienne 9 mois derrière. J'ai eu beaucoup de chance, moi, et avec ma fille et avec mes seins. Mais voilà, en tout cas, moi, ça a été ma solution pour dégager du temps pour l'aînée quand elle en avait besoin, tout en ne renonçant pas complètement à l'allaitement. J'aurais 3 conseils. Je dirais dans un premier temps, si jamais votre aîné a été allaité, lui parler de l'expérience d'allaitement, de ce que vous en avez retiré, ce que vous vous souvenez comme moment magique, et lui montrer des photos. Je pense que ça aide vraiment à le préparer avant l'arrivée du bébé au fait que vous allez allaiter et continuer à lui parler régulièrement de son allaitement à l'aîné pendant que vous allaitez également le deuxième bébé. Ensuite, il y aurait un autre tip, ça serait de proposer, lorsque votre aîné est pas forcément trop occupé au moment d'une tétée, de lire une histoire ou de faire un câlin quand c'est possible. Alors après, oui, il faut que, entre guillemets, l'allaitement se passe bien, parce que sinon le positionnement peut être un peu difficile d'avoir 2 enfants sur nous à ce moment-là, mais si ça va, et c'est des beaux moments aussi à partager. Et un troisième tips, mais qui est sûrement plus difficile à mettre en œuvre, c'est d'essayer de trouver le soutien vraiment particulier dans ces moments-là du coparent ou d'une personne qui puisse être avec votre aîné à jouer vraiment avec des moments de qualité. Et sinon, ouais, beaucoup communiquer globalement, ça aide pas mal.
et on communique jamais trop tôt sur l'allaitement, je pense. Bonjour, je suis la maman de 2 petites filles de bientôt 3 mois et bientôt 3 ans. Et aujourd'hui, je viens vous apporter mon témoignage pour les petits conseils pour, l'allaitement quand il y a déjà un aîné. Alors ce que l'on fait à la maison, c'est que, j'essaye d'allaiter au maximum la petite quand la grande est déjà occupée. C'est-à-dire quand elle dort pendant la sieste, ou quand elle est en garde ou à l'école ou alors au moment du repas. Comme ça, je suis sûre qu'elle est déjà occupée à quelque chose et que je vais pouvoir donner la tétée tranquillement. Quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est, de lire un livre. Donc elle va choisir un livre, elle me l'apporte et je lui lis tranquillement. Un autre, petit conseil, c'est de faire des petites choses simples, pendant la tétée avec l'aîné, type, puzzle, coloriage ou des petits jeux tout simples comme un memory ou un loto. Ici, on se pose simplement sur le canapé et puis on fait ça ensemble. Comme ça me permet de ne pas trop bouger et en même temps, de canaliser, l'aîné et de l'occuper à quelque chose. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est beaucoup plus simple, de faire une tétée en présence de l'aîné quand, je suis installée dans la pièce de vie. Comme ça permet à mon aîné de graviter autour de nous, de pouvoir, accéder à ses jeux et voilà, d'être occupé, à autre chose et d'être aussi inclus finalement, dans ce moment de tétée. Et ce qu'elle aime bien aussi, c'est, quand je lui propose de faire écouter une histoire avec sa boîte à histoires. Du coup, elle sélectionne, sur sa Luni, la petite histoire qu'elle souhaite et elle fait écouter à sa petite sœur et finalement, ça permet à toutes les 2 d'être, calmes et de passer, un petit moment de partage autour de cette histoire. Et puis le dernier petit tips que je pourrais donner, c'est le dernier recours, quand vraiment, il y a rien pour la canaliser et que, c'est le moment de la tétée et bien, juste d'un petit écran et d'un dessin animé pendant quelques minutes. Comme ça permet à tout le monde d'être canalisé et puis, voilà, ça reste, un outil qui est facile en dernier recours quand tous les autres ne fonctionnent pas. Voilà, bon courage à toutes les mamans. Allez, un dernier conseil pour la route d'une maman qui m'a écrit sur Instagram et qui n'arrivait vraiment pas à utiliser l'outil pour enregistrer. Alors je vous le donne. Elle me dit: ma grande avait 2 ans quand le petit est né, autant dire que c'était encore un bébé. La tétée n'était pas un souvenir si lointain pour elle. Alors nous, on faisait des câlins pendant la tétée. J'avais le petit d'un côté à téter et elle de l'autre côté et on se câlinait à 3. Elle était un peu curieuse, alors je lui expliquais ce que c'était comme ça que le bébé mangeait, comme elle quand elle était bébé. Je lui montrais des photos, etc. Et puis parfois, elle prenait son poupon et elle le faisait téter chez elle. Trop chou. Aujourd'hui, encore 2 ans plus tard parfois, elle fait téter son poupon. C'est adorable. Voilà, j'espère que cet épisode il vous a plu et qu'il vous aura donné quelques tips pour pouvoir allaiter votre deuxième ou votre troisième avec un ou plusieurs aînés dans les parages. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut! Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I've been living inside of
just wanna do the table.